Jean-Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Première question, comme l'indique un rapport du comité France Éclat, une profession qui ne mesure pas sa performance économique est une profession sans boussole ni repère. D'où mes questions, quelle est la performance actuelle du secteur français de l'horlogerie? Et puis, la succession de crises, Covid-19, guerre en Ukraine, a-t-elle entamé cette performance économique ou la menace-t-elle à terme? Alors déjà, je vais répondre oui à ce que vous dites. Une situation qui ne se mesure pas ne peut absolument pas s'améliorer. Donc nous sommes tous très heureux de recevoir les chiffres de France Éclat. La situation du marché en France actuelle est la suivante. Le marché se situe environ à 1,9 milliard. C'était les chiffres de 2019. En 2020, nous avons baissé, il est tombé un petit peu en dessous d'1,6 milliard. En 2021, nous avons récupéré nos chiffres et on va vous prouver qu'on a une résilience plutôt pas très mauvaise, puisqu'en fait, en 2022, nous sommes encore en progression de l'ordre de 15-20% par rapport aux chiffres que je viens de vous mentionner. Donc, il n'y a pas eu de mortalité dans nos acteurs économiques. Tous ceux qui étaient debout en 2019 le sont encore aujourd'hui. Pour prolonger votre question, effectivement, on voit quand même quelques nuages arriver à l'horizon et j'ai envie de vous dire, il est bon d'avoir fait quelques petites provisions. Alors, une très belle résilience, mais le marché français de l'horlogerie est essentiellement un marché d'importation, donc induisant une très forte dépendance de l'étranger. Durant la période de la crise Covid, au plus fort de cette période, et d'ailleurs à l'instar de ce qui s'est passé dans de nombreux secteurs d'activité, les fabricants et distributeurs français de l'horlogerie ont-ils dû faire face à des difficultés d'approvisionnement, voire carrément des ruptures d'approvisionnement, et au point peut-être d'être contraints de revoir leur supply chain, pour rapatrier une partie de la production en France ou en Europe par exemple? Alors, dans l'horlogerie, ça fait quelques années que j'y suis, on a un petit dicton un peu facétieux qui dit que quand ça va bien, on livre mal. Quand ça va mal, on livre mal aussi, et quand ça va mieux, on livre mal quand même. Donc, de toute façon, l'horlogerie a toujours connu plus ou moins des problèmes de livraison, parce que la montre est un très petit objet qui comporte 200 parties consécutives, pas moins, et si une seule manque, la montre, vous ne pouvez pas la livrer. Donc ça peut être un cadran, ça peut être une aiguille, ça peut être une couronne, ça peut être n'importe quoi, mais si ça manque, vous êtes incapable de livrer la montre. Donc oui, effectivement, nous avons connu des difficultés de livraison. Ce qui s'est passé pendant la crise du Covid a accéléré certaines livraisons, en particulier pour les composants pouvant venir d'Asie, où là, effectivement, il y a eu des risques, il y a eu des pénuries assez importantes. Mais nous en sommes sortis. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette crise a également montré qu'il y avait parfois une dépendance un petit peu trop marquée par rapport à certaines origines géographiques, asiatiques majoritairement, et que ce soit en France comme en Suisse, on s'est posé les bonnes questions et en disant ces savoir-faire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les rapatrier, à les ressourcer un petit peu plus facilement en Europe? Et des démarches ont été entreprises dans ce sens-là, en Suisse comme en France comme en Suisse. Néanmoins, en France, par exemple, certains métiers ont clairement et tragiquement disparu. Il n'y a plus de fabricants de cadrans en France, par exemple. Voilà. Toujours une très forte dépendance de l'étranger pour le marché français. Tout à fait, oui. Depuis un an, dans les échanges B2B, les acteurs français du secteur de l'horlogerie ont-ils constaté une évolution des comportements de paiement chez leurs partenaires commerciaux, une augmentation, une diminution des délais de paiement, peut-être une stabilisation? Et en France, le crédit inter-entreprise, estimé à 800 milliards d'euros environ, est considéré comme la première source de financement des entreprises. Est-ce le cas pour les acteurs du secteur de l'horlogerie? Alors, pas vraiment chez nous. En France, il y a 20-25 ans, il y avait environ 10 000 détaillants, horlogers bijoutiers répartis sur la France. Aujourd'hui, on en est à peu près à 5 000 et c'est un très petit monde. Tout le monde connaît tout le monde. On sait tous très exactement qui fait quoi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a une véritable prééminence des marques. Donc, si vous êtes un horloger détaillant et que vous voulez distribuer telle marque, c'est la marque qui va vous dire « Moi, monsieur, mes conditions de règlement sont un tel ». Et il est mieux de respecter les conditions de règlement parce qu'autrement, vous risquez purement et simplement de perdre la distribution de la marque en question.
Pendant ce temps-là, également, les horlogers bijoutiers qui restent aujourd'hui se sont regroupés. On va pouvoir les retrouver dans des groupes familiaux ou dans des grands groupes de distribution. Et même les affaires familiales individuelles se sont toutes considérablement musclées en fonds propres. Donc aujourd'hui, dans nos métiers, la norme va du paiement comptant à 60 jours fin de mois. On dépasse très rarement ces 60 jours fin de mois, très rarement. Il peut y avoir bien évidemment de temps en temps un coup de pouce donné à un détaillant parce qu'il a une difficulté ponctuelle particulière. Il y a des travaux dans sa rue, on est en train de complètement massacrer son business. Donc là, on s'assied autour d'une table et on discute. Mais dans l'ensemble, je dirais chez nous, c'est calme plat, il n'y a pas eu d'impact. Comme vous disiez, le secteur français de l'horlogerie étant un petit monde, si vous ne respectez pas votre engagement contractuel du départ, vous êtes blacklisté. Vous sortez du jeu, ou bien alors vous êtes condamné à aller travailler avec des marques ou des distributeurs de seconde zone, pour ne pas dire de troisième zone. Et là, de toute façon, ça va seulement précipiter votre chute, puisque le consommateur ne va pas vouloir acheter les produits que vous lui proposez, puisqu'aujourd'hui, il réagit par rapport à des marques. Donc en fait, on travaille en excellent partenariat avec nos détaillants, mais chacun du côté de la table, de son côté de la table, c'est exactement à quel jeu on joue. Alors, dernière question, dans un contexte de montée en puissance des enjeux liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les trois fameuses lettres ESG, la réglementation pousse les entreprises de plus en plus à adapter leur stratégie, leurs produits, leurs processus liés justement à ces trois critères. L'ESG est un élément de gouvernance des entreprises dont aujourd'hui on peut difficilement se dire ça ne m'intéresse pas, je ne m'en occupe pas. Il y a une enquête récente du MEDEF, ça date d'il y a quelques jours, Dominique Carlac a dit que par exemple c'était un véritable facteur d'employabilité pour une entreprise, c'est un facteur d'image de dire nous avons une bonne gouvernance pour tout ce qui est sujet ESG. Donc ensuite, la Fédération de l'horlogerie organise chaque année un forum. Une part importante de notre forum cette année a eu trait à des sujets de ESG. Ça a occupé une bonne part de notre forum. Pour le reste, si on reprend les trois initiales de ESG, environnement, la montre est un petit objet. Donc on n'est pas en train de parler d'un paquebot, on n'est pas en train de parler d'éléments comme ça. C'est un petit objet qui consomme assez peu de métal. Une part de ces montres sont à quartz, d'autres sont mécaniques ou automatiques, c'est-à-dire zéro pile, zéro électronique. Et de surcroît, c'est un objet qui déclenche de l'affection. On ne jette pas une montre. Je suis certain que vous, chez vous, vous avez quelque part un tiroir dans lequel il y a quelques montres qui dorment pour plus ou moins longtemps. Voilà. Mais on ne jette pas une montre. Donc, le fait de jeter une montre, ça n'existe pas. Donc, bien sûr, il va falloir faire attention à notre fabrication, essayer d'être vertueux sur le sujet de la fabrication. Mais, je dirais, nos entreprises et les sièges sociaux étrangers de nos entreprises se sont clairement emparés du sujet. Il reste encore néanmoins des progrès à faire. Notre consommation de papier, par exemple, est-il utile de faire encore des cartes de garantie ou des livrets d'utilisation qui sont épais alors qu'Internet existe? Est-il utile de faire des écrins très gros, très volumineux alors qu'on peut peut-être les rendre un peu plus petits? Voilà. On peut se poser ces questions, mais là, ça reste assez marginal. Pour le reste, au niveau la lettre du S, en général, dans nos entreprises, il fait bon travailler. On est des entreprises paisibles où les collaborateurs sont bien traités, sont bien rémunérés. Donc, on va faire attention, bien sûr, à ce que il en soit de même pour nos fournisseurs. Donc, on va surveiller l'employabilité des enfants, les conditions de travail, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement. Et quant à la gouvernance, l'horlogerie est un métier encore très masculin. Néanmoins, dans différentes entreprises françaises, j'ai l'immense plaisir de vous dire qu'un certain nombre de nos adhérents sont dirigés par des femmes. Et moi-même, sur mon conseil d'administration de 12 personnes, je m'enorgueillis aujourd'hui d'avoir 3 dames, mais nous en avons eu jusqu'à 5. Ça dépend des années. Donc, on n'est pas les meilleurs élèves de la classe, mais on n'est de loin pas les pires du tout.
Et ça vaut pour les acteurs français et les acteurs dans le monde. Absolument. Oui, acteurs français comme acteurs dans le monde. L'Extrême-Orient est plus masculin. L'Europe va être plus tournée vers la mixité. Merci beaucoup Jean-Jacques Weber pour cet échange. Mais je vous en prie, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.